Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans Quelques minutes pour. Quelques minutes pour, c'est l'émission que je fais une fois par semaine pour vous parler d'une œuvre que j'ai vue ou que j'ai lue. Un film de Miyazaki, c'est toujours un événement, et je suis content d'avoir enfin pu en voir un au cinéma. Je n'ai pas grandi avec beaucoup de films de Ghibli, je les ai principalement vus en tant que jeune adulte. Pour autant, je pense qu'il n'y en a aucun que je n'ai pas aimé. Chacun transpire de qualité graphique, d'écriture, de musique, de rythme, appréciable à tellement de niveaux. Le garçon et le héron est une énième itération de ces qualités qui forge un Ghibli. Pour autant, je comprends qu'il y en ait qui soient déroutés, et je vais tenter d'expliquer pourquoi. Le garçon et le héron nous racontent l'histoire de Mahito, un jeune garçon qui perd sa mère dans un incendie, et qui, un an plus tard, va s'installer avec son père chez sa nouvelle belle-mère. Celle-ci va disparaître et le jeune garçon va entrer grâce à un héron cendré, dans une tour et dans un autre monde pour la chercher. On va commencer par le classique, mais le film est beau sa mère. Il est beau à en pleurer. L'animation est toujours excellente, le travail sur les petits gestes très fluides me fascine toujours, renforcé par des bruitages excellents, qui font vraiment la différence avec d'autres productions en animation. On a le droit à de nouvelles techniques employées par le studio, le style d'animation employé pour représenter l'incendie est magnifique et permet de très bien retranscrire la chaleur, la cohue et les sentiments du personnage principal. C'est aussi, il me semble, la première fois que je vois dans un Ghibli un fond peint et donc dans un style très différent au reste du dessin en animation, qui permet des décors vraiment magnifiques. Les designs des différents lieux, des créatures est fantastique. On a de tout comme d'habitude, du mignon, de l'onirique, de l'effrayant, du bizarre, et la musique est magistrale, rien à redire, elle nous accompagne parfaitement dans la découverte du long métrage. Du point de vue de la forme, le film est quasiment irréprochable. La mise en scène est toujours très bien réfléchie, certains plans restent accrochés à la rythmique dont ils sont bien composés. Le choix des couleurs, la gestion de la lumière, tout cela pour des lieux très différents en plus et qui permettent à ces lieux que l'on ne voit pas beaucoup d'avoir une vraie patte, de marquer le spectateur en plus de leur design bien entendu. Bon, je pense que j'ai bien vendu le film. Maintenant, parlant du fond, je pense que c'est ce qui a perdu le plus de personnes. Et pour cause, le garçon et le héron est très rythmé. Je n'ai pas vu la séance passer. Mais peut-être est-il trop rapide. Beaucoup de thèmes sont abordés dans le film et beaucoup des éléments qui le composent sont très métaphoriques. Souvent des métaphores assez complexes avec plusieurs niveaux de lecture. Je n'ai pas la prétention d'avoir tout compris du film, mais si je peux donner quelques clés de compréhension à des gens qui seraient passés à côté, ce sera toujours ça de réussi. Il n'aura échappé à personne que le film parle du deuil. Je veux dire, jusque-là, c'est assez évident. Tout le film est une métaphore du passage d'un monde à un autre, de la vie à la mort, et de l'acceptation de celle-ci. Le film s'ouvre sur la mort de la mère du protagoniste, dans une scène qui rappelle dans son esthétique les représentations des bombes nucléaires ayant frappé le Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quand Mahito rentre dans l'autre monde, le héron lui fait croire que sa mère est toujours en vie, ce qui est le cas, sans l'être. Le personnage a bien sûr du mal à accepter la mort de sa mère, il la retrouvera dans une version enfantine et acceptera sa disparition en prenant la résolution d'aller de l'avant, la laisser partir dans le passé. L'idée du film est de laisser partir, laisser disparaître ce qui doit l'être, d'où le choix du personnage de ne pas sauver le monde du grand-oncle. Dans tout le film transparaît l'idée de ce passage et de la mort. Les Warawara, petits êtres beaucoup trop mignons, sont en fait des futures naissances. Mais ces futures naissances ont besoin de manger des viscères pour être effectives, donc un acte assez peu ragoûtant, presque en contradiction avec ces petits êtres. Et quand ils sont prêts à s'élever, à transvaser d'un monde à l'autre, ils se font attaquer par des goélands qui les mangent pour se nourrir. Goélands qui se font attaquer par la mère du héros qui maîtrise le feu, à la fois symbole de destruction qui détruit les goélands et les Warawara, mais aussi de naissance car les Warawara survivants peuvent naître. La mort fait partie de la vie, c'est naturel. Mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire en attendant la mort. Mahito est dans un état assez proche de la dépression au début du film. Il ne parle quasiment pas, il n'a aucun ami, il est perdu dans ce monde, et en sortant de la tour, il rit avec sa nouvelle belle-mère et décide de vivre sa nouvelle vie en faisant table rase du passé, mais sans l'oublier pour autant. Le deuil n'est pas réservé au personnage, c'est aussi une métaphore plus globale de la mort d'un monde au profit d'un autre. Miyazaki n'est pas tellement un vieux réac, il est même connu pour être un indécrottable gauchiste. Pour autant, dans beaucoup de ses films, nous avons une opposition entre tradition et modernité. Les hommes ne sont pas opposés à la nature, mais c'est une composante. C'est certaines de leurs activités, principalement industrielles, qui est mal vue. Ici, l'ancien monde est celui de la tour. Le grand-oncle propose à son descendant, et non sa descendante, de prendre sa place. L'ancien système patriarcal tente de se maintenir, là où le démiurge, semblable à un empereur, décide lui-même de sa structure. Le monde moderne n'est pas vu très positivement non plus. Le père est très moderne, très occidental dans sa manière de s'habiller, et il est vu avec un comportement assez viriliste, sûr de lui et vengeur. C'est à Mahito de bâtir le futur, mais en vivant, en coopérant et non seul, comme le grand-oncle. Le film est quand même assez critique de l'évolution occidentaliste du Japon. Pour autant, Miyazaki fait une référence très peu subtile à Blanche-Neige,
entre la mer sous un dôme de verre et les 7 petites vieilles comme un hommage pour reconnaître le travail de son concurrent de l'autre côté du Pacifique. Enfin, quelque chose de très présent chez Miyazaki que j'ai particulièrement vu dans ce film, c'est son côté très matérialiste. On prend le temps de montrer les gens travailler. Le jeune garçon crée lui-même son arc et ses flèches comme il peut. Quand il pêche avec une des petites vieilles rajeunies, tout est très détaillé, notamment lorsqu'il coupe le poisson et l'explosion des viscères. Mais il y a également, et comme dans beaucoup de ses films, un côté très romantique, un regard très mélancolique du passé. Pareillement, le film est très bucolique, la nature nous est montrée de manière réaliste, avec des animaux qui en mangent d'autres, et qui sont remplis d'entrailles qui sortent quand on les découpe, mais on les montre aussi comme sublimes, onériques et poétiques. Le film est très fluide, mais quand même très lourd. Je ne l'ai pas ressenti comme tel en le voyant, mais plus j'y réfléchis, plus j'ai l'impression d'être quand même passé à côté de plein de micro-détails et d'interprétations possibles et imaginables. Comme j'ai dit au début de cette vidéo, le film est rempli d'éléments métaphoriques, mais ayant plusieurs lectures. Le deuil d'une mère, le deuil d'une civilisation, le parcours d'un enfant. Là où Le vent se lève embrassait un aspect plus intime et réaliste de la filmographie de Miyazaki, Le garçon et le héron embrassent un aspect intime, car beaucoup de parallèles peut être fait avec sa vie, mais plus onérique, plus métaphorique. J'ai beaucoup aimé ce film et j'attends sa prochaine production avec impatience pour voir quel nouvel aspect de sa filmographie il va embrasser.